Mesdames, Messieurs, euh, bonjour et très bonne rentrée à vous toutes et tous. Je remercie nos intervenants, Jocelyne Leporati et Éric Duvaux, euh, de s'adjoindre à moi et à Arnaud Herman pour ce webinaire de rentrée, dans un contexte très lourd, on va le voir, lourd en termes de densité, de nombre de sujets qui nous concernent. Un tout petit mot seulement d'information pour ceux qui ont vu le message. On avait prévu de demander à Hervé Becbeau, qui est le responsable de la profession expert comptable, commissaire aux comptes, sur ces questions de reporting, de faire le point, qui sont très engagés là-dessus. Hervé a eu une intervention médicale lourde et donc ne peut pas être avec nous. Je ne sais pas s'il pourra se joindre ou pas à distance, mais enfin donc on pense à lui et en l'occurrence nous avons demandé vraiment à la personne la plus en charge de ces questions de reporting en France, qui est Éric Duvaux, qui pilote les enjeux de durabilité pour le compte de l'ANC, l'Autorité nationale de la comptabilité, qui est l'interlocuteur de l'EFRAG en France et pour Bercy, la vigie de tous ces sujets. Donc, Eric est le mieux placé pour nous donner un point sur, maintenant que le 31 juillet, la décision de l'Union est prise sur ces questions, de nous en faire un point sur les problèmes d'application qui vont se poser, puis de répondre à certaines questions. Je dirais que c'est un grand sujet, mais enfin, même si c'est pas que tout le sujet, il ne faut pas ni en faire des montagnes, ni s'en inquiéter, mais au contraire, il va falloir faire avec. Alors, donc, l'automne, comme je le dis, est assez lourd d'enjeux et je vais essayer dans ce travail de, d'analyse au départ, de vous donner non pas encore une fois une revue de presse, mais de vous donner une vision qui me paraît être les tendances lourdes, intéressantes, les signaux à garder, voire les informations qui vont prendre du sens au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu un partage d'une analyse de là où va le jeu collectif du durable, intéressant notamment particulièrement les entreprises. Alors, ce qu'on peut dire, si vous voulez, depuis qu'on s'est parlé les uns les autres, qu'on a échangé entre juillet et maintenant, c'est qu'il y a une accumulation de faits, de positions, de situations et surtout de données géophysiques larges qui ne vous ont pas échappé, mais cet été. Alors, il y a cette situation de dérèglement climatique dans l'hémisphère nord qui va des inondations en Grèce en passant par les incendies au Canada, etc. Vous avez suivi tout ça, nous-mêmes en Europe du Nord, très touchés, et c'est un signal qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les opinions, sur les sociétés et sur les décisions politiques. On va le voir, mais évidemment, là, on est entre ceux qui disent c'est trop tard et ceux qui disent c'est trop lourd, et donc il va falloir, il va falloir agir. Alors, donc, pour autant, la vie ne s'est pas arrêtée sur le plan multilatéral, elle continue, et il y a eu des réunions que vous avez à l'esprit. Le moratoire sur l'exploitation des fonds marins, c'est très, très, très important, hein. Mais bon, ça n'a pas débouché pour l'instant. On a la conférence de Lula sur l'Amazonie qui a été là aussi un peu moyenne. C'est une façon pour le Brésil d'essayer de négocier ces crédits carbone de forêt, l'Organisation maritime internationale qui a été assez tiède et faible dans ces mesures climat, et surtout avec ce qui vient de se terminer le sommet climat de l'Afrique, qui est qui dit où beaucoup de choses se sont dites et où les Africains ont posé de plus en plus leurs conditions. C'est un point très important, j'y reviendrai. Alors, la demande de pétrole n'a jamais été aussi haute, il faut le souligner. Ça a donné l'occasion du reste au FMI de faire un rapport en disant arrêtez les subventions aux fossiles. On va voir pour la France, ça a des conséquences sur la fiscalité. Et beaucoup de phénomènes aussi politiques aux USA, en Angleterre, voire en France, c'est-à-dire des catégories d'opinion qui disent oh là là,
l'environnement va pas mettre la société par terre. Et donc, on a là aussi, j'y reviendrai, une traduction en termes politiques des peurs aujourd'hui qui est significative. Bon, l'événement du point de vue réglementaire, c'est la décision de l'Union européenne de lancer donc le reporting extra-financier dans sa nouvelle version CSRD et autres. On en parlera tout à l'heure avec Eric. Il y a aussi quand même, et je termine là-dessus, il y a eu une bonne nouvelle, c'est les montages financiers d'aide contre nature qui sont mis en place. C'est intéressant au Sud, mais ça cache aussi une volonté de servir des questions environnementales comme un élément de protectionnisme, et ça monte. Et surtout, un contexte international où on voit une polarisation Occident versus BRICS, et aujourd'hui que s'ouvre le G20, c'est très net, qui prend en otage les sujets de développement durable et qui renvoie comme une balle de tennis à l'Occident ses responsabilités en termes climatiques. Et ça, c'est un événement extrêmement, ça c'est très significatif, c'est très lourd. Et là, on ne sait pas du point de vue des gouvernances internationales comment on va s'en tirer dans ce jeu, ce jeu-là de renvoi de balles qui est en train de se mettre en place. Alors, je vais organiser ça en 3 points. Ce qui s'est passé de significatif dans les décisions publiques, d'intéressant du côté des acteurs, et peut-être ce qui me paraît le plus fort aujourd'hui, c'est une tension qui s'accroît très fortement dans les démocraties qui sont mises au défi avec ces politiques de sobriété auxquelles elles ne peuvent plus échapper. Euh, bon, il y a des décisions publiques qui avancent et le jeu se fait, on en a toujours parlé et c'est la tendance très lourde, hein. Les événements sont pris en main par les acteurs comme ils peuvent, en France notamment, avec un champ très particulier de notre politique publique qui est la mise en place maintenant d'une structure de planification qui va être rendue, les chiffres s'appliquant au secteur vont être rendus publics bientôt, vont être développés, sans parler de l'ensemble des textes qui sont en discussion. Je vous passe les acronymes, j'en ai cité quelques-uns, vous les connaissez, mais c'est incroyablement lourd maintenant du point de vue de l'organisation des politiques. Évidemment, tout ça n'est pas simple pour l'application. Alors, un rappel simplement des éléments. Alors, sur le plan international, c'est en termes de régulation d'éthique, hein, qui est un de nos sujets, éthique à l'égard du secteur numérique, c'est l'Union européenne qui l'emporte, au sens, elle aura fixé un cadre. Ce ne sont pas les entreprises qui l'ont fait, il faut le rappeler, et ce cadre est en train de prendre place, voire peut-être même de se diffuser au-delà. Le débat de Londres sur les zones à faible émission, ULEZ, c'est un débat très très fort qui caractérise parfaitement ce qui se passe, ce qui va se passer partout dans les conurbations qui sont confrontées à ces questions de pollution et de la voiture. J'insiste pas, mais enfin, c'est un exemple grandeur nature de la tension politique pour l'application de ces politiques. Bon, il y a un petit signe intéressant quand même, l'UNEP, Nations Unies, qui sont mobilisés là récemment sur une conférence sur l'utilisation du sable, qui commence à dire attention, attention, arrêtons, l'exploitation ne peut pas continuer comme ça. Alors en France, là, ce qui est intéressant à noter, c'est que le gouvernement donc a développé une régulation des plus gros consommateurs d'eau. Hein, des grandes entreprises, 50 sites identifiés, 12 notamment immédiatement en restriction. Donc là, c'est nouveau. Hein, c'est très, très nouveau. Et là, c'est très fort. Bon, on a ce débat sur les subventions donc des carburants, la chasse aux niches fiscales fossiles, donc avec un débat alors, sur le gazole non routier. Les agriculteurs sont terriblement inquiets, le BTP aussi. Et là, on voit bien qu'on est dans le débat Gilets jaunes, on est dans le débat, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous nous surenchérissez le carburant, quelle autre solution on a? Mais oui, il faut le faire parce que, et là, voilà, là, on est au cœur des sujets. Bon. Je rappellerai que la ministre Olivia Grégoire a vu dans son décret de compétence en juillet la question de l'économie responsable revenir. Et donc, c'est intéressant, mais qu'est-ce que l'économie responsable? On pourra en parler. Un amendement que personne n'a vu venir en juillet sur l'Ocean Climate pour les questions de gouvernance qui a été voté sur la proposition d'Alexandre Roy, qui est spécialiste de ces questions. Et hop, le monde
de l'entreprise a vu ce sujet remis dans la réglementation, alors qu'il n'en voulait pas, c'est clair. Et puis, intéressant, le fait que sur les accidents du travail, on a des mauvaises statistiques en France. C'est le gouvernement qui se relance, qui se colle une campagne pour dire attention, et pas tellement les entreprises. Voilà. Alors, j'ai extrait dans le rapport qui vient de sortir de l'IEA, l'International Energy Agency, vraiment les courbes très intéressantes d'évolution du mix énergétique mondial. Et vous voyez que le charbon reste quand même le top, même si le renouvelable progresse un peu partout. Voilà. Alors, pour autant, dans ce climat, c'est le cas de le dire, physique très lourd, très, très préoccupant, et d'acteurs publics qui essaient d'avancer, on a quelques acteurs privés qui aujourd'hui prennent des initiatives. Et donc, je voulais alors partir des déclarations du président du MEDEF à son université en disant, en gros, on en fait de la RSE tous les jours, etc. Bon, je pense que c'est un peu exagéré, sauf à voir ce qu'on met derrière le mot RSE, quand on regarde l'état du débat très tendu entre, d'un côté, la demande de la société de prendre en charge les questions de bas salaire, de la maîtrise de l'inflation des prix, etc. Il y a toutes les discussions en cours qui existent, mais du côté des entreprises, finalement, une sorte de jeu de bonneteau pour essayer de garder des marges, j'y reviendrai, et des résultats forts. Bon, alors, c'est ressorti fortement à l'occasion du signal qu'a envoyé Resto de Cœur. Il est très important parce qu'il montre le sujet de précarité et il y oppose les contributeurs. Bon, alors certains distributeurs, je pense que Jocelyne nous en parlera tout à l'heure, ont pris des initiatives, mais est-ce que c'est le privé qui doit venir en relais? Comment on organise ceci? Là, on a une interpellation collective qui se situe dans un contexte de discussion économique très fort, que je porte à votre connaissance là aussi, parce qu'elle est lourde de sens. C'est notamment Gervais Lorenzi qui avait des papiers sur attention, oui, le couple fondamental profit-salaire, aujourd'hui, il continue d'évoluer plus en faveur des profits, explique-t-il, et on n'a pas de réaction telle des acteurs de la gouvernance qui font un peu plutôt le dos rond sur ces questions, alors que les statistiques montrent que les taux de marge ont progressé, etc. Voilà. Et un petit coup de pied de l'âne, le patron Carlos Tavares qui qualifie un peu de romantique la demande du gouvernement de relocaliser. Je trouve que là, il y a une sorte de sémantique un peu étrange sur ce débat de partage, qui est quand même un débat extrêmement sérieux. Voilà. Euh, alors, pour autant, on a dans un contexte sociétal qui monte. Assez étonnamment en France, on est encore en train de chercher à organiser le mix en Outre-mer, et c'est la première fois, c'est intéressant à noter, à La Réunion, enfin on rentre dans de l'énergie verte, alors qu'on faisait que du thermique jusqu'à maintenant, et ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à sortir du thermique dans l'Outre-mer, donc c'est assez intéressant. Euh, un débat lourd avec la question des entreprises de presse, hein, qui pose un sujet de démocratie, mais un sujet aussi sur le rapport entre l'information et les entreprises, parce que ce sont les grandes entreprises françaises qui aujourd'hui sont leaders, sont dominantes dans le capitalisme des médias. Et là, évidemment, c'est pas neutre, hein, c'est pas une réflexion qu'on peut laisser de côté, évidemment. Elle aura des conséquences pour les états généraux de l'information. Donc, ça concerne la façon dont les entreprises vivent l'éthique de l'information. J'ai parlé de l'EMI et un débat qui s'ouvre à Bruxelles, enfin qui continue à Bruxelles, mais le secteur de la chimie il a un peu de mal à rentrer dans une demande des autorités de restreindre encore les substances toxiques. Néanmoins, la coalition Women Business est intéressante parce qu'elle a fait des propositions sur le scope 3. Alors, sur le débat africain, qui est un débat très, très important aujourd'hui, je note simplement en donnant quelques éléments sur l'évolution des rapports économiques, notamment Europe-Afrique, France-Afrique et autres, qu'on a un désinvestissement qui s'est mis en place récemment encore au niveau du secteur financier bancaire avec le départ de la Générale. Et on ne peut pas ne pas voir de lien entre la distance politique qui est en train de s'installer, j'emploie des mots prudents, et puis le désinvestissement général qui s'est mis en place depuis des années.
Voilà, on va en reparler, mais c'est évidemment un sujet très lourd, là aussi, en tant que tel. Alors, pour terminer sur cette actualité, tout ça, converge vers des tensions, qui sont très lourdes. Comment on va appliquer les changements? Comment on va faire? Et c'est évidemment, ce ne sont pas les régimes autoritaires qui sont gênés tellement, ils appliquent, ils font appliquer et on subit. Dans nos démocraties, nous n'avons pas trouvé et nous ne savons pas encore, vraiment gérer cette rentrée dans la sphère de la sobriété avec une gestion démocratique en amont et en application. Bon, ça, c'est un débat extrêmement lourd qui va nous occuper tous et dans lequel les entreprises sont obligées de rentrer. Alors, petite phrase qui a eu lieu là cette semaine à l'issue du B20, du Business 20 à Delhi, qui rappelle, je vous le rappelle, réunit tous les chefs d'entreprise qui participent aux côtés du G20. Et la phrase est intéressante de Modi, hein, c'est ne nous traitez pas seulement comme nous, pays, comme des marchés. Voilà. Bon, là, on retrouvera ceci. Alors, aujourd'hui, donc cette sobriété vers laquelle on veut aller, ben, elle n'est pas évidente et ça n'est pas de la technique uniquement, hein, c'est évidemment du partage politique. Tribune intéressante de Pierre Victoria, patron de la plateforme RSE, qui soulève cette question majeure à laquelle on n'échappera pas. Euh, alors, la BCE en a rajouté en disant, attention, on va pas assez vite dans les stratégies de transition climatique. Et puis, 3 points de suspension, ouais, on voit bien que ça pose des problèmes politiques, mais évidemment, elle n'est pas là pour donner les solutions, mais la question est posée. Bon. Sur l'eau, de manière générale, quand WRI dit c'est 4 milliards de personnes qui aujourd'hui sont concernées par les restrictions, c'est considérable. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre dans un monde de restrictions d'eau. C'est un changement de paradigme gigantesque. Bon, alors on va voir le test de départ de Timmermans aux Netherlands, laissant le Green Deal. Ça veut dire un peu aussi que la Commission perd un peu ses poids lourds. Comment ça va se passer? Ça va donner, c'est très intéressant à suivre. Et pour autant, je ne vais pas être pessimiste parce qu'on voit une génération d'acteurs nouveaux, une génération de jeunes et tout, qui sont extrêmement investis sur de l'innovation et des approches nouvelles, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Euh, je note simplement, pour terminer sur ces questions de rapport politique-économie, sur le propos qui m'a intéressé de Madame Landais, qui est la première haute fonctionnaire française, secrétaire générale du gouvernement, sur les formations qui se développent très fortement en ce moment dans la fonction publique, en disant ah bah oui, je pensais être civilisé, mais j'apprends des choses. Bon, si la première haute fonctionnaire française pense qu'elle apprend des choses, je pense qu'on a tous à apprendre aussi. Et vous avez noté donc que la structure du GIEC a bougé, et au niveau français, donc Madame Delmotte a été remplacé d'une certaine manière par un VP français, Robert Vautard, donc je le signale pour votre information. Alors, dans la série des études que je vous conseille au regard de ces évolutions, très bon article intéressant de Frédéric Dalsace, qui vient d'HEC, dans la version française de la HBR, sur prendre le virage de la durabilité. On ne parle plus des RSE, je dis ça par rapport à ceux qui sont encore dans ce débat ancien, et on est vraiment dans une explication très intéressante sur le saut de modèle. Alors, un livre qui fait date venant de Sloterdijk, qui est quand même le grand philosophe aujourd'hui allemand, sur attention, justement, dans nos démocraties, on va vers une sorte qui dénonce d'écologisme khmer un peu violent, hein, et il aborde cette réflexion sur le plan politique, avec évidemment les sujets de désobéissance civile et autres. Ce sont des débats lourds, difficiles, dans lesquels il faut rentrer. Et je voudrais rendre hommage, parce que tous, vous l'avez à l'esprit, à l'un des très grands fondateurs du mouvement du développement durable, c'est Ignatius Sachs, qui est décédé cet été, dont le grand livre Stratégie de l'éco-développement est un socle de la réflexion, et qui aura joué un rôle majeur dans la formalisation, avec Brundtland et d'autres, dans la formalisation de la philosophie du développement durable. On vous donne rendez-vous, des équipes d'Ecolern et MR21 et autres, sur 2 événements qui vont avoir lieu. L'un, peut-être, si on pose la question ou Arnaud le souhaite, il en dira un mot tout à l'heure, c'est la présentation, la mise en débat d'un référentiel de compétences professionnelles durables. Qu'est-ce que les professionnels que vous êtes, que nous sommes, doivent savoir aujourd'hui pour être en capacité d'assumer leur mission, qui est de contribuer à la transformation des modèles dans leurs organisations.
Et là, on avance avec les acteurs en place pour essayer de définir ces relations entre niveau de responsabilité, niveau de compétence. Et puis, MER21 nous propose son rendez-vous annuel à travers le sujet de la gouvernance. Donc, ce sera 26 septembre avec une clôture par Nicolas Terry, patron du Crédit Mutuel, qui a, comme vous le savez, pris des initiatives vraiment très fortes, mais aussi Pascal Durand, Antoine Frérot, Denis Terrien, patron de l'IFA. Donc, ça va être vraiment un débat extrêmement riche et intéressant qui n'est pas traité par ailleurs. Donc, on va pouvoir là poser les bonnes questions. Voilà. Donc, je vous ai donné ceci. On pourra y revenir dans la discussion, mais comme il est l'heure et qu'on arrive à tenir nos horaires les uns les autres et que vous allez pouvoir, à partir de midi, questionner nos intervenants nous-mêmes sur ces questions. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à nos deux experts et tout seigneur, tout honneur à Éric Duvaux qui nous fait l'amitié de nous faire un point aujourd'hui sur la mise en place, donc depuis la décision du 31 juillet, la mise en place donc de la CSRD qui va démarrer, enfin, Éric va nous en parler. Il faut le débat de transposition et la loi de transposition en France. Enfin bon, qu'en est-il? Ça ne devrait pas être un exercice trop complexe, encore que. Et surtout, la mise en place structurelle de maintenant de cette nouvelle, de ce nouveau cadre. Alors, il ne faut pas qu'il suscite des débats de mauvaise foi ou des débats de peur. Il faut y aller et voir ce que ça apporte de nouveau et de plus. Voilà. Et après, à 45, Jocelyne, qui pilote depuis des années, qui a créé vraiment au niveau des enseignes de distribution un mouvement d'engagement très fort et très opérationnel, nous dira dans cette rentrée comment elle voit l'implication des enseignes dans leur logique de RSE aujourd'hui, tant sur les sujets alimentaires que sur les autres. Voilà, je vous en remercie. Est-ce que Eric est en lien et m'entend à ce stade? Oui, Eric. Tout à fait, Patrick, Alors, merci je beaucoup vous d'être entends là. bien. Éric, donc je ne te représente pas, tu as dirigé pendant des années l'activité extra-financière de EY, que tu as développée très très fortement parmi les quelques grands acteurs français qui aujourd'hui jouent un rôle donc dans cette mise en œuvre des questions des reporting et de l'information et du développement durable. Maintenant, tu diriges au sein de les normes de durabilité au sein de l'ANC, donc c'est une position extrêmement importante et qui nous aide de point de vue pédagogique à comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous faire un point donc sur les décisions en cours, bien les comprendre, ce rapport à l'ISSB, ce qu'il ne faut pas qu'on fantasme inutilement, ce guide de la matérialité qui est parti, qui est là, comment on va pouvoir bien se l'approprier et un peu nous éviter les pièges d'incompréhension de ce nouveau paysage, si tu le veux bien. Voilà. Eric, merci encore et on t'écoute. Merci, Patrick, pour l'invitation. Donc, effectivement, tu as rappelé un peu mes responsabilités. Je voulais juste préciser que donc, je suis à la fois le directeur des normes de durabilité de l'ANC sous la responsabilité de Robert Ophel, hein, qui est l'ancien président de l'AMF et sous-gouverneur de la Banque de France. J'ai contribué à la préparation de la CSRD et des ESRS avec Patrick de Cambourg. Et donc aujourd'hui, je représente l'ANC à l'EFRAG, au Technical Expert Group de l'EFRAG. Et donc, j'ai été le rédacteur de la norme climat, pour ceux qui, qui connaissent un peu les ESRS. Oui, Et puis, je représente également l'EFRAG avec la Commission européenne dans les négociations avec la SEC, l'ISSB et le Japon. et Donc, bon du coup, courage. ça me donne une bonne, je suis un bon Oui, insider du Green Deal, parce que je comprends assez bien, je pense, les tenants et les aboutissants étant un peu à l'intérieur de la machine. Donc, effectivement, je vais essayer d'adresser les points que tu viens d'énumérer, Patrick. Peut-être également évoquer les prochaines étapes en oui, matière de reporting de durabilité, et puis donc l'ISSB, et puis peut-être quelques éléments sur comment mettre ça en œuvre. Alors d'abord, je commence par un petit peu de remise en perspective. Le Green Deal, hein, vous avez tous en tête que c'est un dispositif. Enfin, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé en fait le 31 juillet, parce que c'est une date, à mon avis, très importante que peu de personnes ont bien mm, analysée, parce que c'est vrai que ça tombait un peu juste avant les grandes vacances, si je puis dire, oui, de tout le monde. Alors, le Green Deal, c'est un dispositif législatif et réglementaire qui est très complet, donc qui est intelligent, parce qu'il est complet,
et qui vise à accompagner la transition vers une économie durable à l'horizon 2050 en Europe. Et ça, je pense que vous avez tous ça en tête. Alors ça veut dire quoi, accompagner la transition? C'est une interdiction progressive du fossile, c'est un soutien aux énergies renouvelables, c'est de la protection de la nature, que ce soit les matières premières, l'eau, la biodiversité, tout en respectant l'équité sociale. Et donc, pour cela, il faut mettre en place des contraintes. Donc, en Europe, on va avoir des contraintes sur l'interdiction des moteurs thermiques, par exemple. Il faut mettre en place des aides financières. Donc, l'Europe a un programme d'aide financière sur les batteries, l'hydrogène, les renouvelables, etc. Et puis, pour faire tout ça, il faut piloter la transition. Pour piloter la transition, il faut de la transparence. Et donc, il y a le volet, ce que j'appelle hard law du Green Deal, et puis il y a un volet soft law qui est le pilotage de la transparence avec plusieurs réglementations. Donc, la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, est centrale, mais il y a aussi toutes les réglementations sur la finance durable qui visent à orienter les financements vers les projets durables. Donc, ça, c'est SFDR, taxonomie verte, pilier 3 bancaire, benchmark regulation, notamment. Et puis demain, il va aussi y avoir la CSDD sur le devoir de vigilance européen ou la due diligence européenne. Mais alors donc, il y a un problème dans le Green Deal, c'est que l'Europe a mis la charrue avant les bœufs. Elle a commencé par la finance durable. Et alors, les objectifs de la finance durable, SFDR, taxonomie verte, pilier 3 bancaire, sont excellents, mais leur mise en œuvre est plutôt assez contestable parce que dans le détail, il y a pas mal de problèmes dans ces textes. Donc aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas très bien. Et notamment, il aurait fallu commencer par la CSRD, qui est un langage commun, de façon à ensuite de disposer de données fiables pour pouvoir orienter les financements des investisseurs vers les projets durables. Ça n'a pas été le cas, donc il faut gérer la situation. Mais du coup, c'est un contexte qui favorise les attaques des opposants à la durabilité, puisqu'effectivement, on a de la finance durable qui ne marche pas vraiment, on a de la CSRD qui, comme elle doit répondre aux besoins de la finance durable, elle est trop lourde. Bref, on avait un contexte très défavorable. Donc les pressions internationales, certains pays, comme l'Allemagne ou des pays du nord de l'Europe, des pays étrangers évidemment, les entreprises et les investisseurs ont quand même mis beaucoup d'énergie pour essayer d'enterrer toute cette dimension transparence du Green Deal. Et donc, je peux vous dire que le printemps et le juin-juillet de cette année ont été très difficiles. Et je peux aussi vous confirmer que si l'acte délégué du 31 juillet sur les ESRS n'avait pas été publié avant les vacances, avant le départ en congé du mois d'août, la CSRD et la finance durable étaient probablement morts, enterrés. Voilà. Compte tenu du calendrier européen, parce qu'on est plus très loin des élections européennes de mai prochain et du renouvellement de la commission. Et donc la commission, quand il y a des élections, la commission est renouvelée, et donc on ne sait pas où ça atterrit, et donc on n'est pas passé loin, je pense, d'un vrai recul. Mais heureusement, la commission a tenu bon, et elle a non seulement confirmé les 12 ESRS, tout secteur, qui avaient été préparés par les FRAG, mais elle a aussi dit, et ça c'est très important, je l'engage à lire le Q&A qui a été publié avec les ESRS. Il est beaucoup plus court que les ESRS et il est très digeste. Et il est d'une acuité, d'une pertinence, je crois qu'il tient en 4 pages. Il est vraiment excellent. Il dit que la commission va remettre les bœufs devant la charrue. C'est-à-dire que... revoir la finance durable. Maintenant, ce sont les textes de la finance durable qui vont devoir s'ajuster à la CSRD et en premier lieu sur la notion de matérialité. Donc, vous savez que la Commission a dû introduire la matérialité sur l'ensemble des exigences de reporting des ESRS parce qu'ils ont été trop larges et donc il a fallu réintroduire de la matérialité. Mais dans la finance durable, ce concept de matérialité n'existe pas. C'est-à-dire que les indicateurs de SFDR, ils sont obligatoires indépendamment de leur pertinence pour l'entreprise. C'est ça. Quand même, ce qui est une absurdité parce que ça amène à obliger les entreprises européennes à reporter sur des informations qui ne sont pas pertinentes. Ça fait une charge pour l'économie européenne et ensuite, ça n'apporte aucune valeur pour les investisseurs. Et puis on peut dire, Eric, que notre philosophie européenne, c'est toujours été le comply and explain, et donc on revient à ça. On revient à ça, mais c'est un gros succès et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup, je vous dis, les investisseurs étaient contre, les entreprises aussi, donc ça a été difficile. Donc ça, c'est un élément fondamental et ça ouvre
la porte à la remise à plat de la finance durable. Et par Oui. ricochet, on va pouvoir à nouveau ensuite simplifier les ESRS. Puisque Mhm. les ESRS ont été constitués pour répondre aux besoins de la finance durable. Et comme la finance durable est excessive et Mhm. mal Mhm. finalisée, si je puis dire, voilà, donc tout ça pour dire que le 31 juillet dernier est une date, à mon sens, assez Ouais. historique, Ouais. dont on n'a Ouais. pas eu trop conscience, je pense. Mhm. Mhm. Mais donc l'histoire nous le dira. Donc ça a été une énorme bataille, puis ça fait 3 ans que la CSRD et l'EFRAG essayent de grandir et d'exister. Donc cette bataille a été gagnée, mais la guerre est loin d'être terminée. Et là, je vais vous donner les prochaines étapes finalement autour du reporting de durabilité. Mhm. Alors sur les 12 ESRS, d'ici la fin de l'année, il faut les mettre au-delà de l'acte délégué, il y a encore quelques étapes. Il faut d'abord que cet acte délégué ne soit pas rejeté par le Parlement européen ou le Conseil. Donc là, il y Oui. a 2 mois renouvelables. Sincèrement, je C'est pense que vrai. ce serait vraiment très, très peu probable qu'il y ait un rejet. Oui. Ensuite, il y a la question de la traduction des normes. Alors, Oui. pour ceux qui ont regardé, la traduction des normes dans quasiment toutes les langues est quand même assez problématique. En français, enfin, la matérialité a été traduite, enfin, Important. matérialité, traduit importance relative. Enfin, Oui. bon, il y a enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais là, il y a un gros travail à faire si on veut essayer de récupérer la situation. Ensuite, il y a toute la digitalisation de ces ESRS. Alors ça sera applicable probablement qu'à partir de 2026 ou 2027, mais c'est maintenant que ça se travaille. Oui. Il y a les guides d'application. Alors, Mhm. effectivement, l'EFRAG a travaillé sur 2 guides d'application cet été qui portent sur la matérialité, justement, l'analyse de matérialité et la valeur et la chaîne de valeur. Oui. Ce sont des documents qui sont longs, qui s'adressent à la fois à ceux qui découvrent complètement ces notions-là. Et donc, c'est des documents enfin, qui ont le mérite d'exister, mais qui répondront peut-être pas nécessairement à toutes les questions. Et donc, l'ANC a décidé pour la France Mhm. de publier des fiches techniques et un guide d'application pour les petites grandes entreprises, donc les ETI en gros, Mhm. dans un délai assez court pour aider à la prise en compte. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même il y a pas mal de malentendus, de désinformation, et donc il y a un vrai besoin d'accompagnement et les Mhm. frags peut le faire, mais déjà c'est en anglais. Et les frags, c'est quand même comment dire, il y a un compromis permanent entre la société civile, le business et les investisseurs. Et donc, du coup, le résultat est des fois un peu tiraillé. Et donc, c'est un peu, c'est comme ça un compromis, c'est un peu oui, non, mais quoi. Oui. Mhm. Donc, Mhm. pas une réponse assez claire, puis d'ensuite, bah, dans le paragraphe d'après, il y a un bémol sur la réponse précédente. Enfin, bref. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est lié à l'organisation européenne. Et ensuite, pour finir sur les ESRS, il y a la transposition de la CSRD en droit français, qui, Oui. elle, est bien avancée. Donc, elle sera, comme prévu, publiée en décembre. Et donc, en décembre 2023, on aura tout le dispositif mis en place. Tu as le sentiment que la loi, en une seconde, va passer comme une lettre à la poste, entre guillemets? Alors, la transposition, c'est une ordonnance, hein, c'est une transposition par ordonnance. Donc, Elle sera par ordonnance, d'accord. Elle est voilà, dans une loi, donc il n'y a pas de débat. dans une habilitation d'ordonnance, d'accord. Exactement. Donc ça a été D'accord. acté au printemps et donc il n'y aura pas de vote ou de débat et On pas reviendra pas dessus, d'aller-retour d'accord. Non, je dis législatif ça par parce qu'il y avait des réactions quand même d'entreprises qui voulaient quand même peser dessus. Et d'autre part, il y a quand même un gros travail, si tu es d'accord, sur l'harmonisation des seuils entre toutes les exigences d'information qui est contenue dans ce document, qui ne va pas de Oui, soi. oui, c'est vrai que c'est un des éléments. Après, quand on touche juste au seuil, alors, l'Europe va aussi toucher au seuil. Elle va Oui, redéfinir ça. Les seuils de la CSRD il y a 3 critères, hein. Il y a le nombre d'employés consolidés, tu il l'as y a le fait. chiffre d'affaires et le bilan. Et le chiffre Ouais. d'affaires et le bilan, les chiffres n'ont pas été réactualisés depuis longtemps. Puis avec l'inflation, du coup, ces seuils vont être remontés en bilan et en chiffre d'affaires, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne seront plus concernées. D'accord, Euh, bon, je d'accord. On reviendrai là-dessus allège, un peu plus tard, hein. Donc, on c'est un allège. OK. allègement. Et puis en France, dans la transposition, on va aussi adapter un peu les seuils. Mais bon, ça joue sur les petits, enfin, vers le bas des petites entreprises, donc le bas des entreprises concernées par. Hum, Euh, hum, euh, mais bon, ça peut avoir une incidence, évidemment. Donc les SAS vont bien être soumises. Les
les entreprises qui sont soumises dès 2024 sont bien celles, les EIP, et donc pas toutes Mhm. celles qui sont soumises à DPEF. Donc il y a un Mhm. certain nombre d'entreprises françaises, vous savez, on avait surtransposé la Oui, NFRD, donc il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui vont en 2024 continuer à publier une DPEF, pendant que d'autres, celles qui sont cotées notamment, publieront selon les ESRS. Donc ça laisse ouais, un an de plus pour les entreprises non cotées qui font des DPEF. s'adapter. Mhm. Euh, donc voilà un petit peu. Alors sur la transposition aussi, il y a trois grands volets, hein. Il y a qui est soumis, il y a comment va se dérouler l'audit. Donc là, vous avez Oui, peut-être vu que le H3C, qui est oui. l'organisation qui supervise les commissaires aux comptes, va se transformer en H2A, en haute autorité de l'audit, et pour Mhm. pouvoir accueillir et abriter également les bureaux d'études techniques qui font de la vérification Oui, on et du coup élargit. qui vont être Mhm. soumis aux mêmes règles que C'est les ça. commissaires aux comptes, hein. Donc c'est un vrai changement structurant. Ouais, ouais. Et puis le dernier volet, c'est la transformation aussi de l'ANC notamment, et pour étendre juridiquement la responsabilité de l'ANC sur les sujets de durabilité. Très Donc le bien. collège de l'autorité des normes comptables va devenir un collège mixte entre Mhm. durabilité Mhm. et Mhm. comptabilité financière. Mhm. Mhm. Donc Mhm. ça, c'est sur les ERSRS à court terme. D'ici décembre, ça va voler pour la partie des 12 ECRS pour tout secteur, si je puis dire. Mhm. Mhm. En parallèle, l'EFRA continue à travailler sur les standards PME. Donc il y a les standards pour les PME cotées, qui Ouais. sont à peu près Alors ça, on en 2500. reparlera. C'est un défi considérable, ça. Ouais. Alors il y a les PME cotées, c'est 2500 entreprises en Europe. Et Oui, puis il y a les standards volontaires pour les autres PME. c'est Donc, ça. vous savez que la CSRD concerne à peu près 50 000 entreprises en Europe. Donc, si on Mhm. remonte les seuils, ça va peut-être redescendre à 45 000. Mhm. Mais Mhm. les PME, c'est des millions d'entreprises Ben, en bien Europe. sûr. Bien Et sûr. donc, elles ne doivent pas être empêchées de grandir. Il ne faut pas les surcharger avec du reporting, mais il faut aussi leur permettre d'être financées en démontrant qu'elles sont durables. Donc, Mhm. l'équilibre est un peu complexe à trouver, C'est ça. mais ça avance plutôt bien. Et je pense qu'il y aura des consultations publiques de l'EFRAG là-dessus sur les PME à l'automne. D'accord. Ensuite, il y a les standards sectoriels. Alors là, il y a 40 normes à venir qui seront publiées entre 2026 et 2028. Oui. Alors, elles sont très importantes, ces normes, parce que, alors même si les 12 normes, tous standards, sont un peu trop larges, mais euh, finalement, la question de la matérialité, elle sera réglée après une fois que les 40 standards sectoriels auront été publiés, parce que les 40 Mhm. standards vont dire, ben voilà, dans tel secteur, pour la cimenterie ou les cimentiers, les sujets importants, c'est cela. Donc voilà, Mhm. l'analyse de Mhm. matérialité, elle Mhm. perdra de Mhm. son intérêt, puisque ce sera directement dans les normes. Oui. Mais par contre, il va falloir attendre malheureusement 2 ou 3 ans avant de les avoir. Donc, Mhm. pendant la période intermédiaire, la matérialité va devoir être faite. Bon. Euh, et donc, vous voyez, dans les ESRS, les 12 standards, il y a notamment la biodiversité qui est la version initiale était quand même très large, alors Mhm. qu'évidemment, toutes les entreprises ne sont pas concernées au même niveau par Mhm. les enjeux de Mhm. Mhm. biodiversité. Donc, c'est là où on Mhm. voit que les 12 secteurs, les 12 normes ont été un peu trop larges, ce qui Mhm. a nécessité de réintroduire le filtre de matérialité en Mhm. attendant les standards sectoriels. Et toi, Euh, tu parles, Eric, toi, tu gardes le mot matérialité ou tu pars sur importance? Ah non, on Tu... va essayer de revenir au terme matérialité, parce que la D'accord. double importance relative, enfin, ça Bah devient. oui, c'est pas, c'est Franchement, un peu vaseux quand même. il y a Ouais. des phrases qui sont très compliquées. Alors. Voilà, Donc, d'accord, ok. Parenthèse, d'accord. ouais. Donc, standard Ouais. sectoriel, c'est un gros enjeu. Je vais revenir avec quand je vais parler de l'ISSB. Ouais. Ensuite, le dernier standard très important que je trouve qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est les standards pour les entreprises non européennes qui seront Oui, soumises en 2028 à la oui. CSRD. Et là, il y a une extraterritorialité qui est très, Réalité qui très forte, s'installe. Ouais. très, très C'est un forte, parce qu'en geste fait, politique majeur. C'est un geste politique ouais, majeur. Oui, qui va donner lieu à des combats immenses, hein, parce que, oui, en fait, ce qui est demandé, enfin, il faut que tout le monde en ait conscience, il est demandé à une oui. entreprise qui a plus de 150 millions de chiffre d'affaires en Europe, une Voilà. entreprise non européenne qui ferait plus, donc, en Ouais. ExxonMobil, par exemple, ils ont des activités Voilà. en Europe, hein, ils ont des raffineries, etc., ils distribuent de l'essence. Et donc, à partir de 2028, ils vont devoir publier, selon les normes SRS, Hum, l'ensemble de leurs impacts mondiaux, pas uniquement mhm. pour les activités On est européennes. d'accord. Il faut On est que d'accord. la Ouais, maison mère, le ouais, Exxon Group Amérique, ouais, enfin, la maison mère, la holding, publie ouais, ces informations selon les normes européennes. Alors, ouais. ça paraît un peu lunaire aujourd'hui de se dire que c'est ce qui est écrit dans les textes, mais c'est bien ce qui est écrit.
ouais, Bon, on anticipe là des combats terribles entre ouais, nations, parce qu'effectivement, ouais, en termes de compétitivité, ça va être important. ouais. Sauf que vous avez dit que si on faisait ISSB, ça permettait à Exxon de répondre. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Non, pas D'accord, exactement. Mais bon. d'accord, Euh, d'accord. Ensuite, juste pour finir sur les prochaines étapes, en ce moment, il y a le trilogue sur la CS3D. Donc là, il Oui, est extrêmement important que ce trilogue débouche sur quelque chose de raisonnable, parce oui, que sinon, si vous voulez, à force de pousser le bouchon trop loin, ok. quand Hmm, les demandes de la société civile sont excessives, on va tout mettre oui, par terre. On a failli le faire déjà sur la CSRD, donc oui, il faudrait que la CS3D, puis on voit bien que là, en ce moment, les entreprises européennes qui sont les plus transparentes au monde se font hmm. attaquer alors que celles qui ne disent rien, qui sont Ah, étrangères, non européennes, ne seront pas attaquées. bien sûr. Ouais. Donc il y a un moment, il faut être raisonnable, Bon, quoi, en fait, hein. Et donc les derniers éléments oui, d'étape future, c'est la finance durable. Donc j'ai dit qu'il fallait remettre à plat au moins les trois textes que sont SFDR, taxonomie verte. Donc sachez oui, qu'à l'automne, il va y avoir une première opportunité avec une consultation large sur l'ensemble de SFDR. Mais la d'accord, remise à plat de la finance durable, c'est un chantier de 3 à 5 ans. Donc c'est ça. en gros, si vous voulez, entre le sectoriel qui arrivera entre 26 et 28 et la remise à plat de la finance durable, on aura Hmm, un système de transparence européen qui volera, qui fonctionnera bien, je hmm, pense qu'à partir de 2028, quoi, hein. d'accord. C'est la période où on aura peut-être un audit plus fort, là, qui vont être compliqués, on va dire. Oui, oui. Interopérabilité internationale. Donc, Alors, alors, vous avez peut-être vu qu'un accord a été signé entre l'EFRAG et la GRI, et oui, donc les entreprises conformes aux ESRS seront considérées comme compatibles GRI. Donc ça devrait ouais. soulager un certain. Il y a beaucoup d'entreprises Beaucoup, européennes qui ouais, reportent selon GRI, ouais. ouais. Alors, avec l'ISSB, alors, l'Europe a souhaité conserver la normalisation ESG Hmm, pour des questions de souveraineté, parce que bien l'Europe est sûr. plus ambitieuse et elle ne voulait pas s'aligner sur la global baseline de l'ISSB. La Oui, global baseline, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est un moins oui. 10 ans. Alors, nous, Européens, on a intérêt à ce que le moins 10 ans, c'est la global baseline, soit la plus élevée possible, Hmm. Ah, la plus proche de nous, mais on ne pouvait oui. pas. Donc, ça a été la publication du 31 juillet enfin, signe l'arrêt définitif. Ça veut dire que l'Europe n'adoptera pas les IFRS Sustainability, hein. Mais Mhm, par mhm, contre, l'Europe souhaite ardemment le succès de IFRS S1 et S2 à mhm. l'international. Donc, on souhaite qu'il y ait le maximum de juridictions mondiales qui adoptent les IFRS S1 et S2. Ce qui a Pour... commencé, hein, ce qui a commencé, beaucoup de pays ont dit oui, hein. Non, je suis Si, désolé, Nouvelle-Zélande, Patrick. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc. Enfin, ont Alors, déclaré qu'ils appliqueraient. alors, écoutez, nous on le souhaite, l'Europe le souhaite. Ouais, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui a été présenté, enfin, l'EFRAG a adopté enfin, Canada. a finalisé des standards et ensuite la juridiction européenne le 31 juillet les a adoptés. Donc là, c'est dans Ouais, le dur. L'ISSB, en juin de cette année, ils ont publié des normes, donc ils ont fait ce que l'EFRAG avait fait en novembre. Mais oui, aujourd'hui, on n'a aucune juridiction qui a adopté. Et c'est ça. D'accord. on attend de voir ce que le Royaume-Uni va faire. D'accord. Peut-être que l'été prochain, il pourrait C'est pas adopter. adopté juridiquement. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Donc, et les recommandations de IOSCO Oui. sont, sont un peu à, comment dire, ont Anyway. été nuancées, on va dire. Ouais, ouais. Voilà. Donc, l'Europe, elle soutient la SEC. On sait que la SEC va publier, donc les Américains ne vont pas adopter Hmm. les ISSB, le Japon non plus. Mais donc, nous, on soutient ces juridictions pour qu'elles avancent et qu'elles fassent leurs propres normes, hein. Plus il y aura Ok. de. Enfin, si vous voulez, on cherche à entraîner le reste du monde. Bah oui. Alors, Oui. l'Europe a aussi pour ambition d'éviter un double reporting pour les entreprises européennes, Ouais. notamment si les investisseurs attendent des informations selon les ISSB. C'est super important qu'il n'y ait pas une obligation de faire deux reporting pour les entreprises européennes, sinon ce serait une charge de travail trop lourde. Ouais. Ouais. Donc, c'est la Ouais. raison pour laquelle on a recherché l'interopérabilité. On Ouais. a mis Bon. Donc, ça, c'est tout notre poids pour pouvoir le faire dans les standards. plutôt bien Alors, enclenché, en justement, fait, on va dire. Ouais. alors on a eu un nombre incroyable de journées de réunions de travail avec l'ISSB.
Et aujourd'hui, l'Europe considère qu'une entreprise qui répond aux ESRS répond également aux exigences de IFRS S1 et S2. L'inverse n'est pas vrai, hein, puisque l'Europe a des exigences plus Plus fortes supérieur. Mm, mm. sur la sobriété énergétique, sur les Ouais, ENR ou sur le ouais, social, par exemple, ouais, qui ne figurent pas du tout dans les ouais, ESRS. ouais, Donc les ESRS, ouais. alors je note aussi que dans la version finale des ESRS, sur la matérialité financière, l'Europe a accepté d'aligner la définition de la matérialité financière sur la définition de l'ISSB. C'est-à-dire que la matérialité financière, on a considéré qu'elle n'intéressait que les investisseurs. Mm, mm, Alors mm, qu'avant, on disait que ça intéresse les investisseurs, mais aussi les autres parties prenantes. mm, Mais on mm. considère qu'avec la double matérialité, de toute manière, l'intérêt des autres parties prenantes sera quand même couvert. Ouais, Donc, voilà, c'était plus un combat théorique mais ouais, c'est quand même un ouais, pas, un signal fort en ouais. direction de l'ISSB. C'est qui peut le plus, peut le moins, quoi. C'est la définition. Voilà. Ouais. Et alors, l'EFRAG a publié également le 31 juillet un tableau de correspondance d'une page entre ce que demandent les IFRS S1 et S2 et ce qu'il y a dans les ESRS. Mais D'accord, aujourd'hui, on n'a pas réussi à signer un document commun avec l'ISSB. Bon, d'accord. voilà, j'espère que ça arrivera. Bon, Euh, je pense que, juste quand même pour finir sur l'ISSB, oui, il y a peut-être encore l'idée en tête pour les IFRS de faire adopter ses propres standards sectoriels issus de SASB par l'Europe. mm, mm. Aujourd'hui, c'est comme les secteurs, je vous ai dit que les secteurs sectoriels européens devaient arriver entre 26 et 28, donc ça laisse quand même pas mal de temps aux IFRS pour Ouais, essayer de revenir par la fenêtre quand ils c'est n'ont ça, pas réussi à c'est revenir ça. par la Voilà. porte. Et donc Et, ça va probablement être un des grands combats de l'Europe et de l'EFRAG dans les années à venir. Eric, on va reprendre tout à l'heure dans les questions certains points de ce panorama qui a été très complet que tu viens de nous faire et je t'en remercie. Il est très, très important. Je pense que vous aurez l'occasion de le préciser au niveau de l'ANC. Je voudrais, avant qu'on passe aux questions, euh, demander un éclairage sur un contexte de rentrée particulier avec ces questions de pouvoir d'achat et de pression pour le consommateur de la part des distributeurs, des enseignes et autres. Et Jocelyne, qui anime tout ce secteur génération responsable, des enseignes engagées, va nous dire un peu comment la responsabilité des enseignes s'applique dans ce contexte de rentrée. Ça complète aussi un peu les choses. Et on revient vers toi sur des questions sur ce panorama d'application des ESRS. Eric, si tu veux bien. Jocelyne, je vous passe la parole sur une dizaine de minutes si vous arrivez à nous faire ce point. Avec plaisir. Alors, les enseignes du collectif Génération Responsable, pour les situer, hein, ce sont 85 enseignes, toutes activités confondues. Mm. Ce sont ce qu'on appelle des entreprises à réseau, hein, c'est-à-dire Oui. des entreprises avec des affiliés, des franchisés, des filiales. Mm. Ces entreprises représentent chez nous 700 000 collaborateurs, hein, Mm. 150 milliards de chiffre d'affaires et un peu plus de 58 000 points de vente Mm. sur le territoire français. Voilà. Mm. Dedans, on a 40% dans le secteur alimentaire-restauration, Mm. 15% Mm. de l'automobile parce qu'on travaille beaucoup avec Mobiliance, qui est le Conseil national des professions de l'automobile, et Oui. puis bien évidemment tous les autres services. Voilà. Donc, pour répondre à la question qui m'était proposée au départ, qui était comment jugez-vous le progrès accompli de ces Mm. enseignes, Mm. en fait, les enseignes du collectif mènent un travail dans la durée depuis maintenant plus de 8 ans. Et Oui. 55% de nos enseignes adhérentes réalisent chaque année une évaluation Mm. dans le cadre de notre démarche enseigne responsable. C'est-à-dire que Mm. depuis 2015, nous avons mis en place le label enseigne responsable qui vise à évaluer le niveau de performance atteint par l'enseigne à l'aide d'un référentiel établi par le collectif Génération Responsable et par toutes les parties prenantes du commerce organisé. Cette démarche encourage en fait la transformation des pratiques. On est vraiment dans l'opérationnel, Lou, hein, en laissant à chaque organisation le soin de définir ses priorités et les moyens qu'il peut y consacrer. Et cette démarche, bien sûr, est alignée sur l'ISO 26000 en convergence avec les objectifs de développement durable pour qu'elle propose un dispositif, je dirais, complet pour intégrer la RSE à la stratégie globale de l'entreprise. Voilà. Donc, de surcroît, les enseignes poursuivent depuis maintenant 2 ans ce même dispositif sur leur commerce, sur les territoires.
qui est la démarche commerçant responsable, qui, elle, évalue tous les 18 mois 38 engagements répartis sur les piliers dimension humaine, environnement et, très important pour nous, la relation du point de vente à son territoire. Voilà. Donc, Oui. il y a aujourd'hui plus de 1400 commerces qui sont labellisés et en 2024, le déploiement pour nous est véritablement sur 3 axes. Les filières, adapter de plus en plus nos démarches au métier, les régions, pour travailler de plus en plus en synchronisation avec les territoires, et puis l'Europe, pour dupliquer ce que les enseignes françaises afin que les enseignes françaises puissent effectivement déployer, je dirais, ces dispositifs sur leur commerce européen. Voilà. Donc, on a des résultats précis, du coup, sur le progrès accompli. Plus de 45 enseignes emploient cette démarche qui leur permet de transmettre effectivement des informations pertinentes sur les actions menées en faveur du développement durable. Et ça leur permet effectivement de faire preuve de transparence. Donc, je vais vous citer quelques résultats cumulés basés sur une étude qui a été présentée le 6 juin dernier. Et vous parlez de la rentrée, du contexte, oui. Oui, Oui. tout à fait. Et nous, on a observé depuis 2 ans une accélération de l'engagement des enseignes et de la démarche de progrès sur chacun de nos champs d'action. En premier lieu, les audits réalisés ont permis de constater une participation de plus en plus accrue des directions de services, plus uniquement de la direction RSE, au déploiement de la stratégie. Et via la création de beaucoup de groupes de travail, de comités de pilotage interne, mais aussi la désignation d'ambassadeurs qui sont devenus dans les entreprises des véritables acteurs de la démarche. On a observé également en matière de gouvernance une très nette amélioration des notes obtenues. En 1 an, le travail effectué par les directions RSE a été, je dirais, colossal et l'amélioration de la performance globale sur cette thématique est véritablement indéniable. Il y a eu un travail de formalisation à la fois sur les éléments de preuve présentés, mais également et plus globalement sur des aspects stratégiques, des plans d'action et de suivi, reporting effectué. Voilà, donc ça, c'est important à noter au niveau de la gouvernance parce que c'est une évolution très, très forte sur ces 2 dernières années. Pour les droits de l'homme, même si ce sujet reste perfectif pour l'ensemble des enseignes, la moyenne des notes obtenues est néanmoins assez satisfaisante et en nette progression sur les 2 dernières années. Mais les écarts ont tendance à se réduire entre les enseignes les plus matures et les moins matures, puisque nous, on a beaucoup d'enseignes matures qui travaillent avec nous depuis plus de 15 ans maintenant, et puis peu à peu, des moins matures, bien évidemment, qui nous rejoignent, et particulièrement sur la question du handicap, qui est un des principaux axes d'amélioration des entreprises. On voit bien que les stratégies et la politique est aujourd'hui formalisée et que les premières actions sont mises en place. Celles-ci ne sont pas encore accompagnées de résultats satisfaisants, mais on voit qu'il y a une nette amélioration. Voilà. Okay. Pour les relations et conditions de travail, qui est un pilier important, on voit bien que certaines enseignes évaluées ont aujourd'hui atteint un niveau de maîtrise exemplaire de ces sujets et que c'est vraiment pour nous le sujet dominant. Sur le pilier, oui, pardon. Oui, dans le débat, est-ce que, compte tenu du timing, Jocelyne, est-ce que tu peux, sur le contexte de rentrée, donc nous dire comment vos enseignes affrontent le débat pouvoir d'achat, la question des salaires, la participation à tout ce travail sur les marges des entreprises, donc comment la RSE intervient aujourd'hui dans leur politique d'accompagnement du contexte de rentrée? Alors, on n'a pas encore suffisamment de retours sur ce qui se fait et sur ce qui est en train de se mettre en place. On sait, de par les résultats que je viens de vous donner et de par, Oui. je dirais, le suivi de ces enseignes, qu'effectivement, elles sont, et surtout des enseignes matures aujourd'hui, qu'elles sont hypersensibles, bien évidemment, sur ce sujet et qu'elles travaillent en priorité sur ce sujet. Bon, néanmoins, on voit quand même des guerres de prix entre les grands de la distribution, on voit encore pas mal de choses, mais de plus en plus, on voit effectivement les entreprises, j'allais dire, entendre
on voit les entreprises attentifs Mmh, aux mmh, besoins mmh. du consommateur et on les voit de plus en plus effectivement aller vers de la seconde main, vers Oui. des nouveaux dispositifs qui pour eux aujourd'hui étaient très loin de leur imaginaire. Hein, Mais voilà. Donc, une maîtrise des prix, une maîtrise des prix. meilleure maîtrise des prix, bien évidemment, hein, mais Ouais, c'est surtout ces évolutions dans le changement de comportement du consommateur qui commence aujourd'hui à faire son nid, j'allais dire, auprès des entreprises de la d'accord. distribution. Et on Ouais. voit bien qu'effectivement, bon, bah, des entreprises comme Le Bon Coin, Vinted, etc., qui Ouais. deviennent leaders, bon, voilà, sont Mmh, aujourd'hui écoutés, pas pris comme modèle, fort heureusement, mais sont aujourd'hui écoutés et étudiés et qu'on va de plus en plus vers effectivement des solutions comme je le viens de le dire, hein, et beaucoup de mise en place vers plus de durabilité des produits. d'accord. Ouais. Ça, Alors, c'est- comment tu ressens pour faire le lien avec la phase question là qu'on va ouvrir, avec les obligations nouvelles de reporting? Comment vous ressentez, vous, dans votre secteur, ce nouveau cadre qu'a expliqué Éric Duvaux tout à l'heure? Est-ce que vous sentez préparé, en phase? Comment vous allez enclencher cette nouvelle étape CSRD? Alors, encore une fois, si je parle au nom des 85 enseignes qui sont adhérentes chez nous, oui, bien évidemment, elles sont préparées. Et pour cause, compte tenu de ce que je viens expliquer, et elles y sont très attentives et elles continuent. Et on voit bien effectivement les services développement durable, hein, Mmh, appréhender l'ensemble de ces sujets et s'y attaquer. Maintenant, nous, on représente 85 enseignes, hein. Il y a un monde mmh, mmh, de la distribution qui aujourd'hui est encore très, j'allais dire presque très passif face à mmh, tous ces sujets-là et est encore dans l'ancien monde et a du mal aujourd'hui effectivement à se mettre en transformation, hein, à aborder effectivement l'ensemble de ces sujets. C'est mmh. encore un petit peu lointain. C'est voilà, Mais on sent bien qu'on a encore tout un travail d'évangélisation à faire et mmh. qu'on a du mal encore sur beaucoup d'enseignes, je veux dire sur pas mal de marchés, à faire bouger les choses. Mmh. Mais la façon dont ces secteurs vont aborder ce sujet, c'est-à-dire soit avec, un peu de méfiance, c'est trop lourd, hein, ou au contraire, en se disant: «Bah, on a 3 ans devant nous, on va le faire», ça va être très déterminant pour l'ensemble et Bien ça, sûr, je pense bah, que en fait, on va avoir la même réaction qu'on a depuis 15 ans, hein. C'est-à-dire qu'il y a des oui, leaders qui, oui, j'aime pas ce mot de leader, mais enfin, il y a des leaders qui prennent le lead, effectivement, hein, des enseignes qui prennent le lead, qui oui, avancent, hein, qui montent la voie et puis derrière, bah, il y a les suiveurs et tant mieux, hein. Mais oui, bon, oui, là, il faut encore qu'on mobilise beaucoup, le terrain pour oui. avoir des suiveurs, quoi, hein. Mais on va y Et arriver. Et là, les organisations comme les vôtres sont majeures parce qu'elles vont aider à ce que le peloton, en général, si tu veux, soit proactif et non pas, ne campe pas sur de la peur, quoi. Je pense que Absolument. ça, Bah, c'est un, nous, hein, on est connus et reconnus pour être véritablement dans l'opérationnel. Voilà. c'est Donc, ça, ce qu'on veut, c'est c'est ça. faire avancer les choses, Ouais. être en capacité, encore une fois, de donner des résultats basés sur des actions tangibles, et Mm, puis surtout de commencer aussi un peu alors j'aime pas le mot d'éducation, mais de trouver une mm, relation différente entre le consommateur ouais. et, Bah et oui, si, le si, producteur. si, oui, Voilà. oui, Et là, bon, nous, c'est un de nos sujets majeurs sur 2024, ouais, hein, on appelle la communication vers le consommateur, mais je dirais aussi la communication du consommateur ouais, vers son point de ouais, vente également, hein, voilà. Là, il y a un nouveau lien à créer qui est en train de ouais, naître timidement, mais ouais. c'est ça qu'il va falloir recréer, hein. Ça, c'est un chantier passionnant et on en reparlera, Jocelyne. Alors, peut-être je vais passer la main à Arnaud qui va distribuer les questions entre Eric et Jocelyne. Et avec une première question, Arnaud, si tu m'autorises, c'est cette question des sanctions. Je crois que ce sont les États qui décident des sanctions, Eric. Et donc, ça sera dans le texte de transposition, j'imagine. Qu'est-ce qui est prévu comme régime de sanctions? Puisque jusqu'à maintenant, on était dans un régime de non-sanction, pour le dire rapidement en dehors du contrôle des auditeurs, bien sûr. Euh, Arnaud, tu prends le Alors, relais?
Eric, vas-y, parce que Eric, la réponse alors, t'appartient. sur ce point, première Non, mais question, donc, Eric. euh, Patrick a bien présenté le problème, ça dépend de la transposition. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas vous dire, enfin, je Oui, suis pas autorisé à vous dire ce qui figure dans le projet de texte. Ça va encore être d'accord. débattu. Donc sur les sanctions, effectivement, ça, c'est à la main des États membres. Hmm, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau de la CSRD, la, la seule sanction, c'est les réserves du commissaire aux comptes oui. ou de l'auditeur sur le Hmm, rapport de durabilité, donc sur le rapport de gestion. Et donc, hmm. c'est quand même une pression assez forte. Oui. Hmm. C'est un message fort vis-à-vis des investisseurs. Ah oui. Donc, la Oui. CSRD, pour l'instant, elle prévoit des sanctions plutôt indirectes à travers les actionnaires qui pourraient se désintéresser des titres, enfin, des entreprises, ou les financeurs qui ne financeraient plus, quoi. Hmm, Donc, hmm. je m'attends pas à avoir dans le régime de sanctions françaises des choses révolutionnaires. Et Oui, mais c'est probablement pas le montant des pénalités ou des amendes non. Ouais, qui fera bouger les choses, hein. ouais. Donc, Mais dans la réforme H2A, est-ce que les auditeurs vont craindre, parce il y a eu des contentieux, hein, il y a des contentieux d'ONG qui disent ah bah les auditeurs ont signé des choses, c'est pas vrai. ouais. Est-ce que du coup ils vont relever Ah le bah, niveau d'exigence? Qu'en ah penses-tu? bah, C'est oui, oui, oui. fondamental, hein. Oui, oui. Alors, l'audit est fondamental pour assurer à la fois la pertinence de la matérialité, la fiabilité des performances actuelles et la validité des objectifs futurs. La Ouais, validité et la crédibilité des objectifs futurs. ouais, Et puis ouais. aussi l'homogénéité, la comparabilité entre les entreprises et entre les secteurs. Ouais. C'est la raison pour laquelle il y a des informations normées. Le grand changement entre NFRD et NFRD en France, on auditait par rapport à des référentiels qui étaient développés par les entreprises elles-mêmes. Donc, il Oui. n'y avait pas deux référentiels identiques. Là, on Hmm, va avoir les mêmes normes pour toutes les entreprises. Alors, par hmm. contre, les normes d'audit doivent encore être développées. Homogénéisé. Hmm, hmm. Elles sont Ouais. en cours de développement, on va dire. Peut-être juste pour revenir sur ce que disait Jocelyne, euh, il y a deux grands types d'entreprises, hein. Il y a les entreprises dont le modèle d'affaires génère des impacts ou a des enjeux de durabilité importants. Je pense que la distribution en fait partie, même si enfin, c'est pas le secteur le Ouais. plus exposé, hein, Oui. mais elle en fait partie notamment à travers le sourcing, hein, des produits distribués. Oui. Et puis, il y a les autres entreprises qui sont peut-être dans des activités tertiaires avec moins d'impact, sont de plus petite taille, enfin, Ouais. donc, et avec des géographies, des empreintes de chaînes de valeur plus européennes, on va dire. Et donc, les approches, typiquement, doivent être un peu proportionnées en fonction des situations. Je Hmm, considère, moi, que les modèles d'affaires de la distribution, d'une manière générale, sont quand même des enjeux ont des enjeux de durabilité importants. Donc la gouvernance et le management doivent s'en saisir. Il va falloir qu'ils mesurent de façon fiable les points de départ, où ils en sont aujourd'hui, et puis également qu'ils définissent des objectifs de transition très clairs, basés avec un business plan suivi annuellement. Et un business plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ressources en CAPEX et en OPEX. C'est là où ouais. ça change en fait. C'est que Ouais. les ESRS vont obliger, y compris des distributeurs, à avoir des plans sur, bah, OK, comment je fais changer mon portefeuille de produits distribués Hmm, progressivement et à quelle vitesse, et il va falloir reporter là-dessus. ouais. Et ça, ce sera fiable. Et donc, il y a un travail colossal avec les achats. C'est juste Et tu, des choses, des mutations majeures, hein. Et tu rappelles que ça comprend aussi la réponse à la taxonomie, hein. Il faut aussi l'inclure. Alors, tout à fait. Alors, oui, même si la distribution est pas vraiment soumise aujourd'hui à la Non. taxonomie verte, hein. Mais effectivement, c'est un problème. Ouais. Ouais. Et la taxonomie verte aujourd'hui, elle marche pas non plus parfaitement bien. Ah oui, Il faudra la réviser un petit peu. révisé. D'accord. Arnaud? Oui, merci. Merci Eric, et ravi de te retrouver. J'avais d'abord quelques questions très pratiques qui viennent dans le prolongement de ce que tu disais, que tu peux évacuer rapidement, puis d'autres qui seront un peu plus sur la portée du texte. Tu parlais de la traduction en français, donc est-ce que on peut s'attendre à une nouvelle version par rapport à ces petites particularités, importances, impacts là, qui ont été manifestement mal traduites? Et tu as parlé de nouveaux seuils réévalués compte tenu de l'inflation. À quand peut-on s'attendre qu'ils soient publiés? Alors, sur sur la deuxième question, sur les seuils, il y a un travail de réévaluation au niveau européen. Donc ça, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je pense que ce sera avant la fin de la commission actuelle, donc qui va se finir en février prochain, je pense.
parce que c'est un travail d'actualisation de seuils existants, quoi. Et ensuite, ça va se décliner en France. Et donc ça, ce sera dans la transposition. Donc les deux vont se faire en parallèle. Et, la France a la possibilité d'avoir des seuils, enfin, de modifier un peu les seuils européens. Donc là, j'ai pas la réponse, mais dans tous les cas, je pense qu'on aura des réponses entre maintenant et février prochain, quoi. Et sur la traduction, donc les traductions, elles sont disponibles aujourd'hui sur le site, c'est Ralex, enfin le site européen où où vous trouvez les ESRS en anglais. Normalement, il y a les traductions, hein. Si vous cliquez sur les petits drapeaux, je crois, vous avez la traduction française. Euh, et donc, alors le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de textes depuis 2013 qui parlent de durabilité et qui ont été mal traduits. Et donc, il y a un glossaire européen juridique qui existe et qui fait que si on veut changer une traduction dans ce glossaire, il faut changer toutes les réglementations depuis 2013 sur la durabilité. Et donc, c'est un peu compliqué. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à tout changer. Par contre, là, d'ici le 20 septembre, on va renvoyer à travers le gouvernement français, enfin, la Direction générale du Trésor va répondre à la Commission sur ces problèmes de traduction. Et puis nous, à ANC, on est en contact direct avec les unités de la DG FISMA pour essayer de faire au mieux. Ce sera certainement pas parfait, mais ce sera un peu amélioré. Et je pense que les documents finaux, hein, ce sera uniquement après la période de non-rejet par le Parlement. Donc ce sera soit fin octobre, soit fin décembre, 21 décembre. La transposition française, on peut l'espérer à quel moment? Je crois que c'est tout début, je ne veux pas dire de Oui, conneries, mais je dans crois les que c'est mois, le 8 les 3 décembre. mois. Ouais. C'est le Ouais. 8 D'accord. décembre, enfin, elle est prévue, elle est fixée, le délai sera tenu. D'accord. Alors, deux questions qui vont plutôt interpeller la portée ou la mise en œuvre de ce texte, fondamentale, hein, on te rejoint sur ce point. Pour commencer, tu as mis en exergue dans ton exposé le mouvement contraire et l'hostilité qui a été soulevé en amont de sa validation finale par les entreprises et tout un tas d'autres acteurs. Par ailleurs, la dernière mouture de la CSRD a autorisé un peu d'allègement, notamment la non-obligation de reporting, même si c'est un élément remontant dans la double matérialité. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut craindre une application à minima et par le bas de la CSRD par les entreprises, en France en particulier? En France, certainement pas. Mais par contre, le problème est plus dans d'autres pays européens moins matures. Mais la réalité, hein, c'est que les normes sont très claires. J'ai vu des traductions, enfin, notamment là, certaines organisations de la société civile ont traduit la liste de matérialité comme les informations deviennent volontaires. C'est pas du tout ça. Dans le Q&A de la commission, il est écrit très clairement que toutes les informations des ESRS sont obligatoires, mais les entreprises ont la possibilité d'essayer de démontrer à leur commissaire aux comptes que ce n'est pas matériel, et auquel cas, elles peuvent ne pas les publier. Mais donc, c'est un régime dérogatoire. C'est un peu le comply or explain qu'on connaissait il y a 10 ans en France avec l'article 225. Exactement. Et du coup, et par contre, il y a aussi des disclosures volontaires, mais elles sont d'une autre nature. Sur ces disclosures volontaires, là, l'auditeur n'aura pas la possibilité de dire attendez, il faut que vous les publiez. Alors que si c'est une information soumise à matérialité, l'auditeur pourra dire non, moi je veux que vous les publiez. Et là, l'entreprise devra obtempérer. Donc, voyez, il faut être très précis. Les informations sont toutes obligatoires. Certaines sont volontaires, mais elles ont été bien. Vous savez la différence entre le shall disclose et le may disclose. Oui. D'accord. Et tu as ouvert la porte, mais on n'a pas eu le temps d'y revenir, les PME. Donc, on sait que c'est un élément extrêmement critique et qu'il faudra probablement ajuster le dispositif tant il peut paraître complexe pour les grandes entreprises. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'approche envisagée par la Commission européenne pour engager les PME dans ce schéma, qu'il soit volontaire ou obligatoire? Alors, effectivement, les PME, hein, vous avez conscience, c'est moins de 250 employés. Donc, ça va de la micro-entreprise à moins de 10 salariés jusqu'à 250. Et ensuite, il y a quand même entre 250 et 750. Hein, vous savez qu'il y a eu un nouveau seuil créé à 750. Là, ça reste des petites grandes entreprises, quoi. Et donc, alors, sur les standards pour les moins de 250, on s'oriente vers des choses quand même assez simples, hein, probablement avec 10 à 15 informations et des choses vraiment très légères. Hein. Il y a le document de travail d'aujourd'hui, il fait en tout, il fait une trentaine de pages et il couvrira tous les secteurs et toutes les thématiques ESG.
Donc, on est sur quelque chose de très light. Ensuite, sur les petites, grandes entreprises, hein, celles qui vont démarrer en 2025, donc il y a déjà pas mal de phasing, enfin, de périodes de transition qui ont été autorisées, notamment sur la partie sociale, mais aussi sur la biodiversité. Donc les premières années, ce ne sera pas 2025, ça pourrait être reporté après. Et puis ensuite, il faut avoir bien en tête la notion de proportionnalité. C'est-à-dire l'analyse de matérialité, c'est la première étape, mais elle doit être proportionnée selon la taille de l'entreprise, selon son secteur d'activité et ses géographies. Parce qu'une petite entreprise tertiaire implantée uniquement en Europe, elle ne doit pas considérer la CSRD comme un enjeu prioritaire dans sa stratégie, vous voyez. Il vaut mieux investir dans tous les cas dans les actions de réduction des impacts plutôt que dans le reporting. Bien Donc, sûr. une fois que la matérialité est faite, il faut ensuite faire le gap analysis par rapport donc l'analyse des écarts par rapport aux standards, mais ça se vient après la matérialité. Et si la matérialité débouche sur il n'y a pas grand-chose de matériel, il y a pas grand-chose. Le gap analysis va montrer qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il faut garder en tête que la matérialité, en plus, elle sera, comme je l'ai dit, elle sera réglée avec quand les standards sectoriels arriveront dans 3 ans. Et donc, par contre, si le modèle d'affaires génère des enjeux de durabilité importants, on parlait tout à l'heure de la distribution, mais cimentier, pétrolier, etc., ceux-là, évidemment, ils sont là. Là, il y a un vrai travail à faire sur de la gouvernance, du management, des plans d'action, des objectifs et des CAPEX et des OPEX à allouer. Alors peut-être une question qui permet de faire une transition avec vous, Jocelyne. Est-ce que vous voyez des attitudes et des modes opératoires différents parmi vos membres, entre les grandes enseignes, certains, je voyais, sont des entreprises cotées au CAC 40, et des beaucoup plus petites qui sont probablement des PME. Est-ce que vous le voyez sur leur mode opératoire, et quelles sont ces différences que vous percevez? Non, on ne voit pas vraiment de différence, si c'est des différences d'échelle, je dirais, hein. Mais c'est vrai que les plus grandes entreprises sont souvent des modèles pour les autres. Nous, on a l'habitude du travailler ensemble, hein. Donc, elles comment dire, elles prennent modèle effectivement plus sur les grosses entreprises. Mais c'est vrai, je parlais tout à l'heure de seconde main, de nouveaux modèles, de tout ça. On voit bien que les entreprises aujourd'hui sont même prêtes à travailler ensemble par filière pour réussir à mettre des nouveaux moyens en place. Voilà, à trouver effectivement des changements de modèle pour pouvoir répondre un peu plus à la durabilité effectivement des produits et de l'ensemble des dispositifs, quoi. D'accord. Et puis une question qui était posée dans le chat, alors qui était à propos de l'aide apportée pour le déploiement de la CSRD. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été demandé par vos enseignes? Est-ce que vous prévoyez un guide pratique de l'implémentation de la CSRD dans le cas des enseignes, par Pour exemple? l'instant, on n'en est pas là, hein. Pour l'instant, on étudie effectivement et on commence à parcourir l'ensemble des textes. Et après, alors là, on a effectivement des entreprises de différentes tailles, donc il y a des besoins et des lectures qui sont différentes. Mais ce n'est pas obligatoirement à nous de mettre en place un mode d'emploi, je dirais, hein. Voilà, nous, on est plus dans l'échange, dans l'opérationnalité, mais on peut travailler effectivement, comme on le fait souvent, avec des partenaires comme des enjeux, comme R3, bon, voilà, et on pourra, dans ce cadre-là, peut-être effectivement rendre plus fluide cette information et rendre plus digeste l'ensemble effectivement des applications qui peuvent être mises en place assez rapidement, suivant encore une fois la taille des moyens, la taille des enseignes. D'accord. Et alors, du coup, je me tourne vers toi, Eric. Est-ce que vous avez prévu, parce qu'on voit que le texte est quand même assez sophistiqué, compliqué, dense, enfin les ECRS, est-ce que vous avez prévu des aides pratiques pour tant les auditeurs extra-financiers que les entreprises? Alors, pour les entreprises, hein, ce que je disais, c'est donc il y a les 2 documents de ce qu'on appelle les Implementation Guidance de l'EFRAG sur matérialité et value chain. Et nous, ANC, on va produire je pense, d'ici le mois de novembre, des documents, et on va continuer à le faire ensuite, mois après mois, pour préciser et clarifier en français les attentes qui figurent dans ces textes, effectivement, qui sont assez complexes. C'est
c'est la rédaction, enfin, c'est similaire aux normes financières, hein. Les normes financières, enfin, les gens de la RSE n'ont pas l'habitude de les lire, mais les IFRS peuvent vous dire que c'est Oui, incompréhensible, hein. oui. Et donc là, c'est un peu la même chose, malheureusement, en matière de durabilité. Les normes SRS, et j'en suis premier navré, hein, ont été rédigées un peu dans les mêmes logiques que les logiques des normes comptables, et donc c'est complexe. Donc il y a Bon, ils sont vraiment pas la si place. compliqués. Eric, je crois qu'il faut pas, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment dire à tout le monde que vraiment, non, si on fait un effort, c'est pas si compliqué que ça, on est habitué. Et moi, je trouve qu'il faut pas laisser s'ouvrir le procès en excès de complexité ou de lourdeur de ceci. Ça reste quand même à la portée des acteurs d'entreprise, hein. Il Bah, je faut, suis heureux de t'entendre de ce temps en temps, le témoignage. traduire, effectivement. Il faut peut-être essayer de le Alors, une traduire fois et que de l'alléger, mais c'est dans ce sens-là. oui, Faut une fois que le aller. texte en français Ouais, est ouais, disponible, ouais. enfin, on a réussi quand même, depuis le 225 que tu rappelais, etc., en 10-15 ans, à faire des reportings dont les classements, dernière étude Ecovadis et tout montrent quand même que les entreprises françaises rapportent correctement. Je vois pas pourquoi, faisons pas de complexe, Hmm. on n'intégrerait pas Non, ça. mais Aujourd'hui, on a une profession qui maîtrise quand même globalement ce sujet. Ouais. Jocelyne a utilisé le terme opérationnalisation. Je pense qu'il y a quand même un Oui, accompagnement dans l'opérationnalisation à faire. oui, oui, Et donc, oui, l'ANC va publier des choses. Il y aura un webinaire ANC probablement en novembre euh, hmm, pour aider. On intervient là d'accord, beaucoup à la fois à ProDurable, on va oui, intervenir auprès des membres de la FEP et du MEDEF. Enfin, d'accord, donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que oui, dans un an, si vous voulez, tout le monde oui, aura digéré. c'est ça, c'est ça, C'est ça, c'est c'est ça. ça. Toujours un peu de temps. Arnaud, c'est bon, on Écoute, peut, je n'ai pas d'autres questions qui ont été voilà. posées sur Alors, le fil. Donc, comme il est l'heure et qu'on a le souci de ne pas bloquer nos participants comme convenu, je voudrais vraiment un très grand merci, grande reconnaissance à Eric que j'ai sollicité tardivement et à Jocelyne d'avoir joué le jeu de cet exposé sur le contexte de son secteur dans la rentrée avec tous les efforts opérationnels qu'elle fait. Et à vous tous donc d'avoir repris le tournant un peu de ce partage de réflexion sur l'actualité avec ces grands sujets comme ceux du reporting, mais aussi les grandes réflexions sur la façon dont les entreprises s'articulent avec les enjeux du monde, qui maintenant sont les leurs plus que jamais. Et donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et on se donne rendez-vous donc en octobre pour poursuivre ceci. C'est un rendez-vous sur lequel je vous demande aussi de nous faire part de vos attentes. On est avec Ecolearn, avec Arnaud, tout à fait à votre disposition pour que la formule s'améliore, peut-être prenne un peu plus en densité sur certains sujets. Et donc, merci d'avance de vos retours et de votre confiance. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous et soyez plus que jamais responsables et durables. Le monde l'exige. Merci à vous toutes. À bientôt.